Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Nous sommes ensemble. C'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour nous appeler, un numéro de téléphone le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Vous pouvez bien sûr intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire de ce grand débat, l'imprévisible issue de la prochaine présidentielle au Bénin. À 6 mois d'une élection présidentielle qui débouchera sur une alternance au sommet de l'État, le Bénin apparaît à l'heure actuelle comme le seul pays du continent où nul ne peut se risquer à émettre un pronostic sur le futur vainqueur de cette compétition. Alors que les partis politiques investissent le terrain pour mobiliser les électeurs en vue du scrutin du 28 février 2016, le bilan du président sortant demeure à mains égards controversé et les citoyens se montrent sceptiques quant aux capacités du futur dirigeant à produire les justes réponses à leurs multiples attentes. Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Maxime Salin et Maxime Faussier. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Vous trouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Pensée amicale pour tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Salutations appuyées et particulières pour nos auditeurs de Lubumbashi, de Montréal, de Washington DC, de Édimbourg également et de Cayenne. Tout de suite, notre débat. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le premier tour de la prochaine présidentielle au Bénin aura lieu le 28 février 2016. Déjà plus de 50 candidats déclarés, ou probables d'ailleurs, pour une compétition dont nul ne peut aujourd'hui projeter le résultat. Alors que les Béninois s'apprêtent à élire le 4e président de l'ère du renouveau démocratique en 25 ans, qui sont ces hommes et femmes qui ambitionnent de prendre en charge la destinée de ce pays? Nous en parlons avec nos invités. Avec nous ici en studio, Ferdinand Lawson, maître Ferdinand Lawson. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Francis Laloupo. Ferdinand Lawson, avocat au barreau de Lyon. Vous êtes candidat à cette présidentielle, bien sûr. Oui. Nous sommes par Skype depuis Washington avec Martin Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Francis. Merci d'être avec nous. Vous êtes opérateur économique et, on peut le dire, également candidat à la présidentielle. Écoutez, c'est pas aussi évident pour l'instant. Oui. C'est pas exclu non plus. C'est pas exclu non plus. Donc, et nous allons voir pourquoi dans les discussions de tout à l'heure. Vous êtes, on peut dire, candidat probable. Oui, bien sûr. D'accord. Je pense qu'aucune loi ne m'interdit pour l'instant. Très bien. Martin Rodriguez, merci d'être avec nous. Au téléphone depuis Cotonou, notre confrère Wilfried Léandre Rumbedji. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Francis, bonsoir le studio. Wilfried Léandre Rumbedji, journaliste au quotidien béninois La Nation. Alors, on va commencer par une question d'ordre général avec vous, Ferdinand Lawson. En posant la même question d'ailleurs à Martin Rodriguez. Quel bilan vous faites de ces 10 années de mandat du président sortant Thomas Boni-Yayi en quelques mots? Monsieur Francis Laloupo, bonsoir. Vous m'avez invité. J'ai répondu à votre appel et c'est en qualité de futur président de la République du Bénin que je vous parle. Je serai en charge du Bénin si les électeurs me le permettent. Le bilan est ce qu'il est. Il ne m'appartient pas de critiquer le bilan de Yayi Boni, mais au contraire de remercier tous nos valeureux ancêtres et tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État et du pays, successivement le Dahomey devenu le Bénin. Je tiens aujourd'hui à les remercier, à leur dire que ils ont œuvré à leur temps, que nous serons en charge du pays. Nous ajouterons, en ce qui me concerne, notre pierre à l'édifice. Donc, par des bilans critiques, Ferdinand Lawson, on va poser la même question à Martin Rodriguez. Quel regard vous portez donc sur ces 10 années du mandat finissant de Boni-Yayi? Merci, monsieur Francis. Moi, je préfère être plutôt direct. Je serai assez critique sur les 10 dernières années. Je vais résumer, mais bon, 10 ans de ce qui s'est passé au Bénin ne va pas se dire en quelques secondes, mais je vais essayer d'être assez bref. S'il vous plaît. Moi, je pense que les 10 dernières années
nous avons assisté plutôt à une situation de prise d'otage. De 2006 à ce jour, j'ai l'impression plutôt que le pouvoir a été pris en otage par des acteurs dont on n'a plus aucun souci ici de cacher le nom. Je veux nommer des acteurs comme Koupaki Pascal, qui étaient les artisans de première heure, le Patrice Talon, homme d'affaires, homme politique, candidat probable, ou pilleur de l'économie, j'en sais rien. Mais ce que je sais est que de 2006, je vous dis, dès l'arrivée au pouvoir du président Yahya Boni, il n'a même pas fait 15 jours que le premier décaissement de 13 milliards sont partis, soi-disant, pour aller éponger les dettes des intrants agricoles non payés, et sans quoi il n'y aura pas de campagne agricole. Et cet argent est allé direct dans les poches de Patrice. Quelques semaines après, les 10 usines de l'État appartenant à la Sonapra ont été vendues gré à gré encore par les mêmes acteurs. Pascal Koupaki les a cédés avec quelques ministres un contrat. Je parle de documents existants. Moi, je ne veux pas faire de l'affabulation ou bien de la diffamation. Je vous parle de chiffres, des éléments qui ont des documents qui sont documentés avec des preuves à l'appui. Et puis vous verrez 10 usines qui ont été données à un seul privé. En plus de cela, les années qui ont succédé, au moins 15 milliards de subventions destinées en fait aux producteurs pour soutenir la production agricole, qui sont partis tous dans les poches du même seule et même personne. Vous parlez toujours de Patrice Talon? 3 décrets ont été signés immédiatement pour donner le monopole agricole à une seule personne. Et nous savons la place qu'occupe l'agriculture dans notre pays. Bon, donc quand vous avez fait tout ça là, c'est normal que on se demande, est-ce que le président Yahya Boni avait les mains libres pour gérer? Et je suis aujourd'hui étonné, quand vous me posez la question par rapport aux élections qui doivent se tenir dans quelques mois, que les mêmes acteurs qui ont été à l'origine, qui ont encerclé et ficelé, noyauté le pouvoir, pillé le pays, mettre en exil qui il peut mettre en exil. Moi, j'ai 10 ans d'exil. Mettre en prison ceux qu'ils doivent mettre en prison et aller leur arracher leur propriété. Il s'est passé trop de choses. Je ne sais pas si en quelques secondes on va le dire. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. S'il vous plaît. Je vous dis que c'est un bilan qui est vraiment... Aujourd'hui, je suis à Washington et je vois que débarrassé de ceux-là que je viens de citer, le président Yahya Boni est capable de choses. Vous savez qu'hier, il a pu signer le Millennium Challenge, le compact. D'accord. On va revenir à tout cela avec vous, Martin Rodriguez. Alors, je me tourne à nouveau vers Ferdinand Lawson. Alors, Ferdinand Lawson, vous avez écrit dans votre projet de société, je vous cite, « Après avoir pris dans notre pays la mesure des écarts entre multipartisme et démocratie, entre multipartisme et état de droit, nous entendons dans notre action contribuer à la bonne gouvernance ainsi qu'à la matérialisation, l'émergence d'un véritable état de droit. » Fin de citation. Est-ce que vous voulez dire par là que l'état de droit n'est pas une réalité aujourd'hui au Bénin? Je dirais simplement que l'état de droit est une réalité partielle. Est une réalité partielle dans la mesure où nous avons nos institutions qui fonctionnent à peu près bien. Nous avons les éléments issus de la conférence nationale de 1990 qui ont mis en place la démocratie. Et la démocratie béninoise fait figure de référence dans le monde africain et dans le monde en général. Certes, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est d'améliorer la condition de vie des Béninois sur le plan économique, de garder les institutions. Et je dirais un mot de ce que je viens d'entendre. Je n'ai pas les éléments pour effectivement me prononcer comme mon contradicteur tout à l'heure sur les mêmes ces affirmations. C'est pas votre contradicteur, c'est juste un co-invité. Pardon, c'est une déformation professionnelle. Mais je dirais à mon co-invité que je ne peux pas aller sur le même secteur que lui. Je le respecte, j'écoute. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas informé de la chose.
nous sommes tous informés et c'est pour cela. Alors, je vous pose la question autrement. Alors, on se C'est souvient, pour cela, s'il c'est vous pour plaît. cela. Oui, allez-y. Que je serai le prochain président de la République au Bénin parce que ce sont les mêmes qui se présentent et ce sont les mêmes qui ont vidé les comptes de l'État Oui. qui, aujourd'hui, font figure de challengeurs. On va se tourner vers Wilfried Léandre Rumbedji qui est avec nous à Cotonou. Wilfried Léandre Rumbedji, notre confrère du quotidien de la béninois La Nation. Alors Wilfried, on compte déjà plus de 50 candidats déclarés ou potentiels. Hein. Et est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre et que nous dit ce chiffre justement sur l'état de la vie politique au Bénin? Merci Francis. Ce chiffre, au regard du développement actuel, de l'actualité, ne surprend pas. Il peut surprendre en comparaison des élections passées où nous avons tutoyé pour le plus grand nombre de candidats, la trentaine, 26 plus exactement si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, il n'est pas à exclure qu'à l'occasion de la présidentielle du 28 février, nous ayons autour de la quarantaine, voire bien plus, de candidats finalement à déposer leur dossier pour tenter de postuler la magistrature suprême. Cela peut dénoter, d'un certain point de vue, de la délicatesse du climat et du débat politique chez nous, mais de l'autre aussi, de l'insuffisance d'appréhension de l'importance de la fonction présidentielle par les acteurs qui ambitionnent de prendre les rênes du pays, sans forcément savoir de quoi cela retourne. Mais vous devez savoir, vous, Francis, que le Bénin est un pays où, parfois, l'on participe à une élection présidentielle avec le vœu subliminal de ne devenir que ministre ou directeur général de société, voire ambassadeur. Vous voulez dire, Wilfried Léandre, qu'il y a une dévalorisation de la fonction présidentielle aujourd'hui au Bénin? Une banalisation, voulez-vous dire? Une dévalorisation, j'ai dit. Oui, on peut le dire, sans observer par ailleurs. Le mode de fonctionnement du président Yahi, c'est de populisme à outrance, de banalisation exponentielle, parfois même, de la fonction présidentielle, de la fonction ministérielle, de la fonction politique tout court. Vous devez savoir qu'en 10 ans à peu près, M. Yahi a fait avec environ 150 minutes. C'est un record jamais égalé au Bénin. Le président Kérékou a fait 10 ans, il a fait 18 ans de révolution, vous ne compterez pas autant de ministres. Et donc, cela a pu laisser penser à certains de nos compatriotes qu'il serait facile d'y arriver et que quand on y est, le plus important, c'est d'avoir signé des décrets et des documents. À mon avis, ils n'appréhendent pas vraiment la portée de l'enjeu aujourd'hui, surtout au regard de ce que ça va être l'après Boni Yahi, parce que de ma position d'observateur actuellement, je puis vous dire que ce ne sera pas une mince affaire de succéder à Boni Yahi pour colmater des brèches dans certains domaines. Dans d'autres, il y a eu des succès, c'est évident. Et je vous dirais, moi, parlant du bilan, qu'il est mitigé. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon et il y a eu parfois du mauvais. Cela est à déplorer. Et donc, l'après Yahi, de mon point de vue, sera dur et il faut s'y préparer fermement. Merci Léandre. Wilfried Léandre, restez avec nous. On va marquer une pause pour la publicité. Ferdinand Lançon, vous voyez, si vous devenez président, ça va pas être une mince affaire. Je ne sais pas dans quel état vous allez trouver le Bénin, mais enfin, apparemment, ça ne sera pas une sinécure, si on en croit. Wilfried Léandre Rumbedji. Retour du grand débat dans 2 petites minutes après la pub. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'imprévisible issue de la prochaine présidentielle au Bénin, ça sera le 28 février 2016, le premier tour des élections au Bénin. Aujourd'hui, difficile d'avancer des pronostics, mais nous avons des candidats et nous avons surtout avec nous un candidat qui est sûr d'ailleurs de l'emporter en février prochain, ce sera d'ailleurs en mars prochain peut-être. Ferdinand Laoussol est avec nous, avocat au barreau de Lyon, candidat à la présidentielle au Bénin, et depuis Washington, Martin Rodriguez, opérateur économique, candidat probable à cette même présidentielle. Et au téléphone avec nous depuis Cotonou, Wilfried Léandre Rumbedji, journaliste au quotidien La Nation, au quotidien béninois La Nation. Alors, une question pour vous, très précisément, Ferdinand Laoussol, qu'est-ce que vous allez proposer aux Béninois et qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres candidats? 50 candidats à peu près quand même, Wilfried Léandre Rumbedji, un pronostic à peu près 40 au moment sur la ligne de départ en février prochain. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Et est-ce que vous allez pouvoir trouver votre compte, je dirais, tirer votre épingle du jeu avec cette masse
de candidature? Je suis différent. Je m'appelle Ferdinand Lawson. Je suis membre de la diaspora. Et je me suis préparé depuis une trentaine d'années. C'est un atout, ça? Non, je continue. D'être membre de la diaspora, c'est un atout? C'est un atout. C'est un atout parce que qu'est-ce que j'ai à proposer? L'amélioration des conditions de vie pour les enfants, les femmes, dans leur vie quotidienne. Ça, c'est ce que disent tous les candidats, en général. Ce que disent tous les candidats, j'ai la chance, ici, de connaître ce qui se passe en Europe et d'avoir une équipe au Bénin, sous la houlette de mon représentant, M. Viagno Kouglenou, avec lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Nous avons été à la rencontre des jeunes, des femmes, des salariés, des entrepreneurs, et nous allons leur apporter ce que le Bénin, ce qu'ils n'ont jamais eu au Bénin. À travers l'économie, à travers l'éthique, à travers notre approche du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Certes, après, Yahya Boni ne sera pas facile, mais c'est parce que justement, ce ne sera pas facile que nous nous présentons. Parce que si ça devait être facile, nul ne se présenterait. Et le Bénin a besoin d'être gouverné. Le Bénin a besoin d'être conduit. Le Bénin a besoin de voix. Le Bénin a besoin d'un homme comme moi. Et moi, j'ai besoin des Béninois, de mes frères et de mes sœurs, parce que je veux leur améliorer leur vie quotidienne. Très bien. Martin Rodriguez, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la candidature de Patrice Talon. Vous avez évidemment développé votre propos à propos de cette candidature très particulière. Patrice Talon, il faut le rappeler pour les auditeurs, homme d'affaires devenu le meilleur ennemi du président sortant, qu'il a accusé, on s'en souvient, d'avoir tenté de l'empoisonner. Et Patrice Talon qui se pose désormais comme un candidat potentiel, une candidature diversement commentée d'ailleurs au Bénin. En quoi cette candidature vous paraît inopportune? La victimisation de sa propre personne à un fonds de commerce pour Patrice Talon. Oui. Mais moi, il est libre de choisir son fonds de commerce. Si être victime de Yahya Boni, comme il essaye de se faire passer, peut lui permettre d'atteindre le fauteuil présidentiel, je lui souhaite bonne chance. Oui. Je veux d'abord réagir par rapport aux propos du docteur Lawson, maître Lawson, je crois. J'admire bien son ambition. Je vois qu'il a du rêve pour le Bénin. Mais tout à l'heure, en réagissant, moi j'ai donné des chiffres. Je ne sais pas où est-ce qu'il espère trouver des ressources pour nourrir ses ambitions et les faire tourner en réalité. Lorsqu'on laisse piller les caisses de l'État sur plusieurs années, il dit qu'il n'a pas les chiffres ou bien qu'il dit qu'il détient les informations, mais que il ne veut pas en parler. Oui. Il ne veut pas mener une langue de bois pour pouvoir résoudre la question qui est posée au Bénin. Il y a trop de choses qui se passent, des dizaines de milliards pour un pays qui n'a presque pas de ressources. Oui. Le Bénin, c'est quoi? C'est le coton qui implique des millions de pauvres paysans, des personnes qui sont vraiment pauvres, qui travaillent et puis au terme d'une année ne peuvent pas se dire voilà, j'ai 50 € ou 100 € d'économie en une année. Mais on les pille. En 2001, le président Kérékou, en son temps, avait fait venir un cabinet international qui avait fait un audit de la filière coton. On avait trouvé, on reprochait déjà 200 milliards de pillage par Patrice Talon de la Sonapra. 200 milliards en 2001. J'ai la copie du rapport. Oui. J'ai les pièces comptables qui montrent comment est-ce qu'on a saigné, on a pillé la Sonapra, 200 milliards par un seul individu. Oui. En 80, dès l'arrivée du président, lorsqu'on a voulu arrêter Patrice Talon en 2001, il a escaladé le mur, il a pris la fuite, il est allé se mettre en France en exil pendant 6 mois. Il est revenu, on ne sait pas par quelle magie. Ce dossier n'a jamais fait l'objet de débats publics. On parle d'un pays qui n'a pas de ressources. Dès l'arrivée du président Yahya Boni au pouvoir,
Nous sommes là, on n'écoute que des scandales sur scandales. Martin Rodriguez, entendu, si vous étiez candidat, il me semble que vous êtes en train de projeter de devenir un candidat anti-Patrice Talon, non? Non. Je suis candidat anti-corruption. Parce que je vois que vous recentrez quand même singulièrement votre propos sur Patrice Talon, quand même. Je suis candidat pour éradiquer d'abord la corruption. Si vous avez un malade en face de vous, il faut bien diagnostiquer de quoi il souffre avant de pouvoir le soigner. Le Bénin est un pays qui regorge de potentialités énormes. Les Béninois sont intelligents, sont brillants. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire si on laisse les pilleurs piller et qu'on ne veut pas attaquer le mal par la racine? C'est en cela que je dis Maître Lawson que je ne suis pas d'accord de mener juste une discussion pour vernir les choses et ne pas aller au fond des problèmes qui nous touchent. Permettez qu'ils vous répondent. Les acteurs, nous les connaissons. C'est pourquoi il faut les nommer. Permettez, Martin Rodriguez, juste un instant, qu'il vous réponde, parce que je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas son contradicteur, mais vous l'êtes devenu. Il va vous répondre à propos justement des chiffres et ses capacités à obtenir des ressources pour financer son projet politique. Premièrement, je me réjouis que la lutte contre la corruption soit au cœur de ce débat. En préparation de la réunion, de cette émission, mon équipe et moi, nous sommes allés sur Internet et nous avons regardé quelle est la position du Bénin classée dans le monde par rapport à la corruption. Sur 175 pays, le Bénin occupe la 80e place. C'est-à-dire que, sous Yayi Boni, le Bénin a gagné 3 places. Oui, en négatif. En positif. En positif, ah oui. Ah bon. Ça voudrait dire... Vous voulez dire qu'il a fait avancer la lutte contre la corruption? Il a fait avancer la lutte contre la corruption de 3 places. Oui. Il me revient à affirmer autour de cette table que, 1, qu'est-ce que nous entendons par corruption? Et 2, qu'est-ce que nous allons faire pour lutter contre la corruption? Si la corruption est le fait que je dirais un fonctionnaire prenne de l'argent pour faire auprès de ses concitoyens, pour effectivement faire avancer un dossier, je dirais oui, c'est de la corruption. Vous allez pouvoir développer justement votre propos sur la corruption davantage encore. On va marquer, après la pub, on va marquer une pause. Je suis un peu surpris que vous disiez que la lutte contre la corruption au Bénin a été un succès sous Yayi Boni, parce que la FNREI est quand même marquée par des scandales à répétition. Une succession de scandales. C'est ce que j'avais compris. J'ai dit que ça a gagné 3 points. C'est-à-dire qu'on a fait mieux quand même qu'avant. Je dis, on a gagné 3 points. Oui. Et je continuerai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à développer. Vous voulez dire peut mieux faire, c'est ça? Peut mieux faire. Je dis peut mieux faire. Oui. Et je dis que lorsque je serai président de la République... Eh bien, vous ferez mieux. Je ferai mieux. Retour du grand débat après la pub. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Élection présidentielle au Bénin, l'impossible pronostic. Nous en parlons avec Ferdinand Lawson, maître Ferdinand Lawson, avocat au barreau de Lyon, candidat à la présidentielle au Bénin. Et avec nous, depuis Washington, Martin Rodriguez, opérateur économique, candidat probable à cette même présidentielle. Et avec nous, depuis Cotonou, au téléphone, Wilfried Léandre Rombédi, notre confrère et journaliste au quotidien béninois La Nation. Alors, on va poursuivre sur ce chapitre de la corruption avec vous, Ferdinand Lawson. C'est dans votre programme, vous passez en revue d'ailleurs tous les secteurs de la vie publique. Vous écrivez notamment, il y a un chapitre sur la justice dans lequel vous proposez, je vous cite, que la justice est aussi conçue comme un moyen de rupture avec le cycle d'impunité et de défaut de réparation des torts subis par la population. Donc, lutte contre l'impunité, évidemment, au cœur de votre programme. Et vous disiez, vous pouvez mieux faire qu'aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une dégradation particulière, singulière en tout cas, des mœurs, des pratiques aujourd'hui, des pratiques en tout cas de corruption au Bénin? Je dirais oui, sans détour. Il y a effectivement certaines personnes, comme Patrice Talon, ou d'autres, qui ont bénéficié des appuis des gouvernants pour avoir des marchés ou pour s'acheter des entreprises. Et ça, je suis d'accord. Mais
si je suis élu, et je le serai, la première chose que je demanderai au Parlement de faire, c'est de prendre de prendre une loi, une décision législative, de considérer la corruption comme un crime, à la fois pour les corrompus et les corrupteurs. Oui, il faut les trouver en plus, les corrupteurs. Les corrupteurs, on pourra les trouver. Mais comment ce monsieur a pu obtenir dans très peu de temps, comment les gens ont pu créer leur richesse? Comment sont-ils devenus des acteurs économiques, des opérateurs économiques, alors que 10 ans plus tôt, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas travaillé, ou peut-être on peut faire le parcours. Je demanderai la traçabilité des richesses des gouvernants, des opérateurs économiques au Bénin. Donc, contrôle et justification du patrimoine. Contrôle, justification du patrimoine. Alors, il y a quelqu'un qu'on va écouter à présent, on va le faire intervenir. Il vous a écouté depuis le début de l'émission. Il est au téléphone avec nous. C'est un Béninois, un acteur politique béninois, à qui nous allons donner la parole à présent, qui va nous faire un commentaire sur l'état du Bénin, justement, et sur son commentaire, en tout cas, il va nous en faire part, son commentaire à propos de ce qu'il a entendu jusqu'à présent, depuis le début de l'émission. C'est M. Moïse Mocho. Monsieur Moïse Mocho, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis. Vous êtes membre fondateur du parti du Mouvement pour la prospérité solidaire. Et votre slogan, c'est pour un Bénin économiquement et socialement stable. Vous avez écouté vos deux compatriotes, Ferdinand Lawson et Martin Rodriguez. Alors, je ne cite pas Wilfried Léandre Oubédi, qui est, lui, un observateur qui est avec nous depuis Cotonou. Quel est votre commentaire et quelle est votre appréciation, à vous, de la situation au Bénin aujourd'hui? La situation au Bénin aujourd'hui, d'abord, je vais me permettre de saluer tous vos invités. Et j'aimerais attirer leur attention sur un truc simple. La situation au Bénin, elle est critique et catastrophique. Aujourd'hui, lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu attends ton tour pour mourir. Lorsque tu vas dans les stations, il n'y a pas de carburant. On coupe le courant pratiquement durant 3-4 jours. Comment un État peut se développer dans des conditions pareilles? Nos dirigeants qui sont au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Malgré tout ce qu'il a eu comme détournement d'argent public, le fossoyement de l'économie, l'opposition aussi a ses responsabilités dans ce qui se passe. Ce n'est pas seulement le mouvement, ils ont tous bossé avec le pouvoir en place. Donc nous, au mouvement pour la prospérité sociale, nous ne sommes pas là pour critiquer les uns pour les autres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec les moyens qu'ils ont pu. Oui. Parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui où l'impunité est une religion. On ne peut pas lever l'immunité d'un député parce que le monsieur est aujourd'hui protégé par son immunité. Non, un État ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir que nous réveillons, que les Béninois aiment leur pays. Les Béninois n'aiment pas leur pays, à ce que je constate. Parce que pour ce petit pays, avoir 50 candidats, ce n'est pas de la vote. Un pays ne peut pas se construire comme ça. Pourquoi? Nous avons un projet de société au MPS que le candidat Daniel Eda est en train de se battre pour. Ce n'est pas une affaire d'argent. Aujourd'hui, pour être président, il suffit d'avoir de l'argent et on achète l'électorat. C'est un vote par procuration, ce qui dévalorise la fonction présidentielle. Oui. On nous a vendu un président il y a 6 ans, et il y a 10 ans de cela, bientôt 10 ans. De la même manière, il est arrivé comme ça, il n'avait pas un parti politique, il arrive, il s'impose en tant que candidat, on nous le vend, tout c'est bon et merveilleux côté. Mais nous constatons aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'on est prêt à refaire cette même erreur en 2016? Un président qui promettait l'émergence il y a 10 ans. Qui promettait l'émergence, le changement, et la rupture et tout, je ne vois pas l'émergence. On est au contraire immergé. Et vous vous engagez donc pleinement dans l'action politique, puisque vous aurez un candidat aussi? Nous avons un candidat, Daniel Eda, avec un projet clair, 77 points que nous avons mis sur les réseaux sociaux, dans les journaux et tout ça depuis longtemps. Nous avons une vision assez claire. Il faut avoir une vision. Aujourd'hui, au Bénin, on vient d'abord au pouvoir et on pense à ce qu'on va faire. Non, il faut avoir une vision. Très bien. Discuter avec la population, montrer
comment on va faire en arrivant au pouvoir, quelles sont les grandes réformes qu'il faut y avoir pour permettre au pays, aux opérateurs de rentrer, ceux qui sont expatriés, parce que et poursuivis par l'État en place, ils ne vont pas dans leur sens. Non, leur permettre aux opérateurs d'investir dans notre pays. Nous n'avons aucune richesse. Nous vivons des aides et des crédits que nous gérons également mal. Non, le pays ne peut pas se développer comme ça. Et il faudrait que tout un chacun, nous prenons nos responsabilités, nous aimons notre pays et que nous nous retrouvons, qu'il y ait un débat de société, qu'on discute projet par projet. Il ne suffit pas de mettre l'argent devant acheter les consciences et de devenir président du Bénin. Débattre projet contre projet, c'est ce qu'on retiendra de votre propos, Moïse Montio. Merci beaucoup. Membre fondateur du Mouvement pour la prospérité solidaire pour un Bénin économiquement et socialement stable. Vous aurez l'occasion certainement de développer votre propos dans d'autres éditions que nous consacrerons à cette présidentielle au Bénin. Présidentielle donc prévue en février prochain et qui débouchera sur une alternance au sommet de l'État. Moïse Mochor, merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Merci à tous. Oui. Wilfried Rumbedji, vous êtes avec nous? Je suis là, Francis. Alors, revenons au cœur du débat. Personne ne se risque actuellement, je le disais, au Bénin, à avancer un pronostic sur le futur vainqueur de cette présidentielle. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette situation ou est-ce le signe d'un abaissement de l'offre politique dans le pays? Je crois que c'est une préoccupation majeure parce que comparaison n'étant pas raison, il y a quand même 10 ans, nous avions à peu près des indices probants du doublé ou du tiercé duquel devrait sortir le président de la République en 2006. Oui. C'est vrai que de ma position d'aujourd'hui, moi je pourrais vous dresser un tiercé quinté et quinté maximum duquel devrait sortir le prochain président de la République. Alors faites-le. Je vais vous dire que faites-le, Wilfried Léandre. Faites-le. Faites-nous le quinté. vous voulez vraiment des noms? Ben oui. Je vous signale quand même qu'il y a 2 candidats qui sont avec moi ici dans l'émission. Donc attention. Je crains de les décevoir si je devrais vous allier des noms. Alors ne le faites pas. Mais je vais vous dire Si, faites-nous le quinté. Wilfried Léandre Rumbedji, s'il vous plaît, vous êtes un observateur averti. Faites-nous le quinté, ça sera quand même une information intéressante dans ce grand débat. Francis Laloupo, je ne veux pas décevoir vos invités qui sont des compatriotes que je respecte, même si je ne connais pas Ferdinand Laoussone. Martin Rodriguez, beaucoup de Béninois, pour ne pas dire que tous les Béninois ont entendu ce nom au moins une fois. Mais je ne veux pas leur faire l'affront de ne pas les citer dans mon quintet. Mais intimement, ils n'y sont pas. Ça, au moins, c'est la certitude que je peux leur servir sans condescendance aucune. Et je veux vous dire que s'il y a une erreur fondamentale de mon point de vue que les Béninois devraient éviter de commettre, c'est de repartir dans la dynamique de l'éternel recommencement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand le président Soglo a été débarqué du pouvoir en 96, les mêmes acteurs reviendront 15-20 ans plus tard à présenter des excuses et dire qu'ils s'étaient trompés, ils l'avaient bien fait. Oui. On a recouru au président Kérékou qui s'est reconverti à la démocratie. À la fin du système Kérékou. Alors que dans une démocratie normale, on se serait attendu à voir un Bruno Amoussou ou un Adrien Rumbedji, éternel 3e et 2e, lui succéder. Oui. Les acteurs politiques et sociaux sont allés chercher un halogène du système politique sous prétexte que tout ce qu'ils ont fait avec le président Kérékou était mauvais et disqualifié, et on nous a présenté et vendu le produit Boniaï qu'on n'a pas tous pris la précaution de déballer pour nous assurer de l'intégrité du contenu. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Alors qu'il y a des acteurs politiques qui ont animé l'opposition pendant longtemps, il y a des acteurs politiques majeurs qui ont travaillé avec le président Yahi et qui ne déméritent pas du tout de mon point de vue parce que le principal responsable des avancées et des moins bonnes choses reste et demeure le président Yahi, le seul qui avait l'effectivité du pouvoir. Oui. Et donc, autour de lui, il y a eu des gens bien et il y a encore aujourd'hui des gens bien. On ne trouve personne au sein de la classe politique animant l'opposition, ni au sein de ceux qui ont fait avec le pouvoir, et certains qui, il y a 10 ans, nous avaient déjà fait le coup, repartent et le fusil en bandoulier nous a mené quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'expérience politique pratique, et on veut nous dire que ce serait la solution à nos problèmes. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que si nous allions dans ce sens-là,
Si nous allions dans ce sens-là, Francis Laloupo, c'est que nous tomberions dans le syndrome à nouveau de l'éternel recommencement, alors que les défis et les faiblesses qui ont été relevés de la gouvernance IAI, de mon point de vue, appellent à faire appel à quelqu'un qui a l'expérience de la chose politique pratique, une expérience gouvernementale, une expérience parlementaire peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui ne viendra pas chercher ses marques dès lors qu'il sera installé et qui ne va pas se faire tutorer par des gens qui vont être déçus après, et nous allons repartir dans un cycle de violence et de tensions inutiles pour le pays. Et ce profil idéal existe quand même dans votre quintet? Je crois qu'il y en a plein actuellement sur la place. Merci Wilfried Léandre Oubedji, journaliste au quotidien béninois La Nation. Vous étiez avec nous au téléphone depuis Cotonou. Bonne fin de journée à Cotonou et merci infiniment pour vos éclairages. On va marquer une dernière pause dans l'émission et on écoutera abondamment Ferdinand Larsson et Martin Rodriguez qui vont nous exposer un peu plus encore leur projection, leur programme, leur projet peut-être, en tout cas leur philosophie politique. Ce sera après la publicité. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1. L'imprévisible issue de la prochaine présidentielle au Bénin. Nous en parlons avec Martin Rodriguez, opérateur économique, probable candidat à la présidentielle de février 2016 au Bénin. Ferdinand Larsson est avec nous, maître Ferdinand Larsson, avocat au barreau de Lyon, candidat également à cette présidentielle. Alors une question pour vous deux, ce sera la question qui nous mènera donc à la fin de cette émission. Je commence avec vous, Martin Rodriguez. Qu'est-ce que vous allez dire dans les prochains mois aux Béninois, dans les prochains mois évidemment, ceux précédant la date du scrutin du 28 février prochain? Je voudrais réagir d'abord aux deux dernières interventions, Maître Larsson et puis notre compatriote journaliste. En disant d'abord ceci, on dit la seule chose, c'est pas moi qui le dis, je cite un auteur, un philosophe anglais du XVIIIe siècle, dit la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. C'est Edmund Burke. Je suis content de voir que Maître Larsson dit, bon, voilà, il accepte que la lutte contre la corruption soit au cœur du débat. Le journaliste a intervenu de là-bas, il a fait un diagnostic rapide. Bon, il n'a pas osé appeler des noms. C'est la différence entre les autres et moi. Moi, je ne fais pas de demi-tour, je ne fais pas semblant, je ne tourne pas autour du pot. Il y a un mal au Bénin et qui fait que, bon, les gens peuvent se réveiller aujourd'hui et ne pas avoir de l'électricité pendant 3 jours. Et on dit que vous êtes malade, vous attendez votre tour pour mourir. Il y a des problèmes dans la scolarité, il y a de tout. Parce que, bon, c'est un pays qui n'a pas les mêmes ressources comme l'Angola, le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Le peu que nous avons, on laisse ça piller. Aussi, on peut laisser voler des dizaines de milliards dans un petit pays comme le Bénin, et puis après, recycler cet argent-là et revenir en col blanc et nous expliquer qu'eux, ils sont propres, et que bon, désormais, ils veulent être en charge de la gestion du pays. Nous allons recommencer. De qui parlez-vous exactement pour que ce soit clair pour les auditeurs? Tout à l'heure, vous avez voulu me caricaturer en me mettant comme un anti-talon. Je ne suis pas caricaturé, j'essaie de comprendre. On doit scanner ce qui se passe chez nous et appeler les acteurs par leur nom. Pour qu'il n'y ait pas justement ce recyclage-là. Ceux qui ont aidé, qui ont entouré Yahi Boni et qui ont créé des problèmes, ont pillé l'économie, qui reviennent aujourd'hui, que ce soit des gens comme Koupaki, Pascal, qui n'est pas talon, qui est talon lui-même, qui sont associés sur des opérations. On prend le cas de la production agricole qui touche plusieurs millions de nos paysans. 96 milliards de décaissés sous forme de subventions dans le cadre d'appels d'offres régulièrement organisés. Et on revient à chaque fois pour dire non, le prix qu'on a accepté n'est plus valable. L'État subventionne. Et chaque année, en même temps, la production ne fait que baisser. 2/3 de baisse. On était à 427 000 tonnes de production, on est tombé à 132 000 tonnes en 5 ans. Oui. L'État n'a pas arrêté de donner des subventions. Pendant ce temps, on a remis, il y a 15 usines de coton
sur 17 que le pays possède qui sont aux mains de Patrice Talon. Demandez-lui s'il a construit une seule de ces 15 usines. Alors, il passe aujourd'hui, se fait passer pour une victime pour nous dire, que lui, est ennemi numéro 1, et c'est une carte, c'est un laissez-passer pour devenir président de la République. Vous voulez dire que c'est un opérateur économique qui a essentiellement bénéficié des ressources, des subventions de l'État? À coup de décret. Je vous dis que depuis 1991, ça n'a pas commencé au temps de Yahi Boni. Hein. Depuis 1991 jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a au moins une quinzaine ou vingtaine de décrets dont Patrice Talon, lui seul, a bénéficié pour s'empocher des milliards et des centaines de milliards de citoyens béninois. Et c'est avec cet argent aujourd'hui qu'il se promène dans le monde entier pour dire qu'il est richissime homme d'affaires. J'accepte la proposition de M. Lawson qui dit qu'on doit scanner et on doit voir comment chacun s'est enrichi. Je veux être le premier sur la liste qu'on va passer au peigne fin pour qu'on voie quelle est ma moralité. Je ne suis pas un homme sain, mais je veux vous dire, moi j'ai fait des contrats à l'international où j'ai fait des contrats de 500 millions de dollars. Je ne sais pas s'il y a 2 autres ou 4 autres Béninois qui vont le dire. Martin Rodriguez. Il n'y a pas une seule affaire que Patrice Talon possède qui ne soit pas une affaire liée à l'État. Moi, je suis un privé à 100%. Martin Rodriguez. J'ai fait 10 ans dans l'entourage du président Kérékou. Jamais je n'ai signé de marché public. Jamais, pas un seul. Si quelqu'un sort un seul marché public, je vais fermer ma gueule. On arrive à la fin de l'émission, Martin Rodriguez. Excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez d'une phrase conclure, s'il vous plaît? Je vais conclure en disant ceci. Appelez un chat et que les voleurs ne viennent pas se couvrir de vêtements, de draps blancs pour s'asseoir sur le fauteuil et plonger le destin du pays, le noyer. Moi, je respecte l'émission. Il y a eu beaucoup de temps de publicité. Je n'ai pas voulu manquer de respect aux autres intervenants pour leur arracher la parole, mais je n'ai pas pu m'exprimer. Il y a plein de choses à dire. On ne peut pas parler de écoutez, on aura d'autres occasions pour le faire. Ouais, je souhaiterais bien parce que c'est... On comprend bien. Nous sommes tributaires évidemment du temps également et du chronomètre. Excusez-nous, mais c'est la règle du jeu. Hein, voilà. Donc je vous en prie, vous avez déjà très bien fait en essayant de nous donner cette opportunité de nous exprimer. Et il y aura d'autres occasions, bien sûr. Je vous remercie infiniment. Martin Rodriguez, merci beaucoup. Vous êtes opérateur économique. Et bonne fin de journée, ou plutôt bonne journée à Washington. Vous allez pardonner mon tempérament, hein, je ne sais pas... Ah non, votre tempérament est tout à fait agréable, Martin Rodriguez. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée à Washington DC. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Alors, on revient ici en studio avec vous, mon cher Ferdinand Lawson. Même question pour vous. Qu'allez-vous dire aux Béninois dans les prochains mois précédant l'élection, le scrutin de février 2016? Je m'occuperai de l'amélioration de la vie quotidienne des Béninois. De la scolarité des enfants, je mettrai au cœur de toutes nos politiques l'homme. Je mettrai des dispositions pour les jeunes de 18 à 25 ans, 35 ans, favorisant la création des entreprises et des aides. Troisième élément, qui est un élément constitutionnel, il y aura la continuité de l'État. Il y aura la continuité de l'État. Cela signifie quoi précisément? Cela signifie que les engagements pris par l'État, par l'équipe de 150 ministres aujourd'hui sur 10 ans, si ces engagements-là sont anticonstitutionnels, je traduirai devant la justice toute personne ayant contribué à cela. Parce que en faisant cela, ça veut dire qu'ils ont pris une partie de l'économie, ils n'ont pas construit les hôpitaux, ils ne se sont pas occupés de nos campagnes, de nos villes et tout ça. La traçabilité, quand je vois que la même personne a 15 voitures, 15 4x4, 7 maisons, 8 maisons, je lui poserai la question. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour le faire? D'une phrase, je vous demanderai de conclure également. Je dirais, je le ferai avec les Béninois, pour les Béninois et dans l'esprit de l'amélioration de leur vie quotidienne. Pour cela,
Mais tu l'as mis. Le matin, je votais mes filles. Mais je traduis. S'il vous plaît. Je dis, j'ai appelé les Béninois en leur disant que je suis en Europe. Mais je pense à eux. Et que je les salue. Je ne les oublie pas. Que c'est notre combat à tous. Et je suis leur leader, je serai leur porte-drapeau. Et quand serez-vous sur le terrain? Quand serez-vous tout près d'eux sur place? Vers le 24 septembre. Et vous y restez jusqu'au scrutin de février? Après le 20 octobre, je ferai ma déclaration officielle à Parakou. Et je reviendrai à partir du moment où le Conseil constitutionnel arrêtera définitivement les candidatures. Bien sûr. Maître Ferdinand Lawson, merci beaucoup d'être venu. Bonne chance, on va vous dire bonne chance. On va dire merci bonne chance Francis, également à Martin Rodriguez. Bonne chance au Bénin surtout. Hein. Je rappelle, Ferdinand Lawson, vous êtes avocat au barreau de Lyon. Vous êtes candidat à la présidentielle. Donc, au Bénin, évidemment, on va suivre votre candidature. Hein. On suivra votre candidature. Et puis, vous promettez, si vous êtes élu président, vous venez ici pour nous en parler, enfin pour nous exposer votre projet et votre programme. Je vous le promets, monsieur Francis Laloupo. Vous me verrez prochainement que vous me recevrez ici. C'est à ma qualité de président de la République du Bénin. Le temps nous le dira en tout cas. Merci infiniment. Merci également à notre confrère Wilfried Léandre Roubedi qui est avec nous depuis Cotonou au Bénin. Merci à toute l'équipe de Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, chargée de production, et à Maxime Fossier pour la réalisation. Bonne soirée à toutes et à tous. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo.